C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, question orale des députés, plusieurs membres du gouvernement étaient à l'Assemblée nationale pour apporter des réponses. Entre autres sujets abordés, l'acquisition de la nationalité béninoise par naturalisation pour les afro-descendants. Cotonou bénéficie de la réalisation de caniveaux depuis la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial. Vous allez le voir, plusieurs zones autrefois inondables sont méconnaissables. C'est le cas du quartier Setovi. Et puis Marvin Atodinou, 16 ans, figure sur la liste des joueurs qui ont défendu les couleurs nationales au tournoi UFOA BU17 à Accra. Il nourrit de grandes ambitions et confie sa joie de porter le maillot béninois. Le dossier du jour fait focus sur ce jeune talent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Comment les afro-descendants qui le souhaitent vont-ils acquérir la nationalité béninoise par naturalisation? La question a nourri les débats à l'Assemblée nationale. Plusieurs membres du gouvernement étaient devant les députés pour apporter des réponses. Le point de discussion avec Firmin Bassao. Un rendez-vous honoré entre élus du peuple et membres du gouvernement sur une question d'actualité. La décision du gouvernement visant à accorder le droit de la nationalité béninoise par naturalisation aux afro-descendants fait grincer les dents. Sur quel fondement juridique, au pluriel, repose une telle décision? Quelle loi en dispose? S'il existe une loi en la matière, comment organise-t-elle les conditions de jouissance de la nationalité et de délivrance du passeport? Il convient de préciser que l'annonce faite par le président de la République s'inscrit dans la droite ligne du projet de loi relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants en République du Bénin. Le projet de loi, motivé par des considérations historiques et culturelles, apparaît comme un moyen de rétablir les liens à l'égard des descendants des esclaves africains déportés avec la terre africaine, dont le Bénin est le socle. En effet, malgré toutes les politiques visant à les dépouiller de leur identité, les descendants d'esclaves déportés de nos côtes sont restés par l'histoire, les arts, les cultes, la mémoire, dans une réelle quête de leurs origines africaines. Si on en doutait lors du dernier voyage du président au Brésil, la séquence de la visite de la Casa das Minas, qui est un couvent créé par Nan Agontimé, qui était la mère ou la nourricière du roi Guézo au Brésil et au sein duquel les rites vaudous continuent d'être pratiqués, notamment un certain nombre de rites liés au tambour sacré, nous permettent de voir que ces liens et que notre culture qui a été transportée de l'autre côté de l'Atlantique demeure vivante. Corrélativement, ils expriment à l'endroit de nos États, les afro-descendants, le désir de la reconnaissance de leur afro-descendance et leur appartenance au peuple dont leurs ascendants ont été arrachés. Moi, je souhaite que nos frères qui ont été déportés, qui ont été maltraités, qui ont été enlevés de leur terre, qui ont été enlevés à leur famille, qu'ils reviennent chez eux, qu'ils retrouvent leurs racines. Je souhaite qu'ils viennent investir au Bénin. Je souhaite qu'ils viennent vivre la fraternité avec leurs sœurs, qu'ils développent leur patrie-mère. Mais c'est une histoire qui nous est commune à l'ensemble de l'Afrique. Et c'est une histoire qui a préoccupé l'ensemble de la communauté africaine, qui a fait l'objet de résolutions, de décisions au niveau d'abord des Nations Unies, puis ensuite de l'Union africaine. Quelle est la démarche que le gouvernement du Bénin a pu faire à l'endroit de ces autres nations africaines pour que la préoccupation de ramener nos frères puisse être prise en compte et partagée par tous? Mais la diaspora africaine, ils sont au moins 350 millions. Si sur les 350 millions, seulement 10% débarquent au Bénin, est-ce qu'on peut tenir? Des explications du ministre des Affaires étrangères, la déclaration du chef de l'État en mai 2024 au Brésil n'est pas une annonce sans fondement juridique,
mais plutôt une question de politique publique soutenue par un projet de loi dont il revient à la représentation nationale d'en apprécier la pertinence au moment opportun. Le gouvernement doit revoir sa politique et redonner à Porto Novo ses attributs de capitale en y réintégrant les institutions de la République. Ce sont quelques doléances formulées par le député Michel Sodinou, auteur d'une question orale adressée au gouvernement. Yvon Détienou, ministre de la Justice, a apporté des éléments de réponse. Dans sa question adressée au gouvernement, le député auteur de la question fait d'entrée de jeu une rétrospection dans l'histoire. Par la loi 2018-13 du 2 juillet 2018, l'Assemblée nationale a modifié l'organisation judiciaire du Bénin en créant en son article 59 nouveau la Cour d'appel de commerce Porto Novo avec pour ressort territorial les départements du littoral, de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Plateau. La création de cette juridiction et son installation à Porto Novo participe à la mise en œuvre de l'action du gouvernement tendant à la réhabilitation de la ville de Porto Novo en cours depuis 1996. Ainsi, le siège de cette juridiction a été construit au quartier Oganla, en face de l'Ingers, dans l'enceinte de l'ancien bâtiment de la Maison des combattants. Les membres de cette juridiction ont été nommés, mais ce siège n'a jamais été occupé. Et nous apprenons que la juridiction est installée à Cotonou. L'autre grief est la délocalisation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le siège de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a été déménagé à Cotonou et celui de l'inspection des services judiciaires se prépare pour quitter Porto Novo. Par rapport à la CRIET, il est précisé à l'article 5 de la loi 2018-13 que le siège de la CRIET est à Cotonou. Il apparaît alors que c'est en recherche de locaux adéquats qu'elle s'est retrouvée d'abord à Porto Novo. Mais le volume des affaires et l'effectif du personnel aujourd'hui dépassent les capacités d'accueil du bâtiment qui lui était affecté. C'est en cela que les conditions de travail devenant de plus en plus pénibles, il a été décidé de la ramener à Cotonou, à Ganri, à l'ancien siège de la Cour suprême, où elle siège actuellement. Au plan procédural donc et au plan matériel, physique, les locaux actuels du quartier Oganla ne sont pas adaptés pour recevoir la Cour d'appel de commerce. En réaction aux réponses apportées par le ministre de la Justice, une vive polémique s'installe. En déplaçant les institutions judiciaires de Porto Novo vers d'autres villes, nous risquons non seulement de violer la loi, mais aussi de diluer l'essence même de notre capital et politique. Depuis bientôt 2 décennies, des orientations ont été données, ont été prises pour que Porto Novo recouvre son statut, pleinement son statut de capitale. Des options ont été prises pour que l'ensemble des grandes institutions, notamment les ministères, soient installés à Porto Novo. Le siège de l'Assemblée nationale, qui est en train de construire ça en ce moment, c'est le gouvernement actuel. Et capitale signifie représentation du pays. L'Assemblée nationale est l'organe qui représente le pays. Aujourd'hui, on semble vouloir faire porter au président Patrice Talon le crime d'être contre Porto Novo, d'avoir des ministères à Cotonou. Alors, devons-nous réveiller tous les anciens présidents et les questionner un à un? Je plaide, tout le monde plaide pour que la capitale ait ses attributs. Mais on ne va pas le faire à titre ou à coup d'incantation. Venir ici pour dire, oui, Porto Novo c'est la capitale, on va ériger la HAC, venir faire première pierre, et puis pipo, on ne va pas faire ça. Planification stratégique. Vous traversez les rails tout à l'heure, la gendarmerie qu'on n'a pas touché depuis que les colons sont partis là. On n'a pas touché à ça. Et ça c'est la capitale, on se plaisait dedans. Et celui qui veut nous enlever de la grâce, on l'insulte. Celui qui veut nous enlever de Adongo, là, de la grâce, là, on ne l'insulte pas.
On lui dit félicitations, mais nous en voulons encore. Les Porto-Noviens n'ont qu'à dire merci Patrice Talon, mais nous en voulons encore. Et que l'on dise pardon, pour que le peuple pardonne ceux qui ont échoué et qui ont mis 20 milliards là à côté, qu'on est en train de raser, et c'est pourquoi le peuple a faim aujourd'hui. Les questions d'installation des institutions de la République restent toujours des problèmes à régler par le gouvernement. L'exécutif promet de poursuivre les discussions avec les autorités de la ville de Porto-Novo en vue de l'installation progressive des structures dont la présence à Porto-Novo est utile pour renforcer son statut de capitale. Les députés ont également examiné la question orale relative à l'état de l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Une question posée par le député Souleymane Moukouré-Boko qui déplorait l'état de ce centre de référence et invitait le gouvernement à prêter une attention plus soutenue aux différentes préoccupations des populations. Suivons ici quelques réactions des députés. L'hôpital d'instruction des armées de Parakou est dans un piteux état et pas du tout enviable. Je persiste. Le matériel médico-technique est obsolète et désuète. Les infrastructures, l'électricité, la plomberie, la maçonnerie, etc. sont en état de délabrement avancé. Comment expliquer qu'un hôpital devenu un centre universitaire depuis bientôt une décennie ne dispose point d'unité de dialyse? Lorsque moi j'ai vu la question pourquoi le gouvernement a-t-il abandonné l'hôpital d'instruction des armées de Parakou, le mot abandonné c'est un grand mot, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et je me suis demandé si c'est le même hôpital que je connais, que je vois là, que j'ai même pratiqué. Parce que je viens d'ensoyer mon petit frère de même père, même mère, dans cet hôpital. Et il en est sorti la semaine dernière. Il ne faudrait pas que nous puissions voir ces questions de façon totalement banale. Il y va de la santé de nos populations. Nous avons besoin des gens en bonne santé pour pouvoir donc faire évoluer ce pays. Le développement du pays en dépend. Monsieur le Président, le seul service qui marchait en 2016 au HIA, c'était la morgue. À part la morgue, plus rien ne marchait. Et tout Parakou évacuait les cadavres vers le HIA parce que rien, je parle en tant que maire honoraire, parce que j'ai été au cœur de ce problème du HIA. Alors, qu'on nous parle de cette façon, ça me fait mal au cœur. Parce que, déjà, Parakou est l'une des rares villes qui a 2 centres universitaires. Il y a le CHD et il y a le HIA. Et ce que les gens oublient peut-être de préciser, c'est qu'à un certain moment, le HIA est de plus en plus spécialisé. Quand il y a des crises, c'est au HIA. Quand il y a eu le coronavirus, c'est HIA. Pour soigner les militaires blessés, c'est le HIA. Pour l'hémorragie de Lassa, c'est le HIA. On ne peut pas demander à une ville d'avoir 2 hôpitaux universitaires et d'avoir strictement les mêmes services. Je vous le disais en titre, plusieurs caniveaux sont en cours de réalisation dans la ville de Cotonou. C'est un pan de la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial. Et désormais, l'eau va de moins en moins stagner dans certaines zones. C'est le cas du quartier Setovie. Constat avec François Nissou et Emmanuel Eunice Zouno. Il y a quelques années encore, Setovie, un des nombreux quartiers de Cotonou, était difficile d'accès. Aujourd'hui, l'inondation récurrente a laissé place à des ruelles bien aménagées. Avant, l'état des voies s'était vraiment dégradé. Le président est en train de travailler. Parce que les voies qu'il a fait dans la zone ici, surtout à cette ville là-bas, là, voilà, et ça, c'est très bien. Ils ont creusé des trous, des caniveaux pour pouvoir stocker l'eau, pour trouver des solutions à l'inondation. L'inondation, on n'a plus ce problème dans la zone. On a fini avec ce problème d'inondation. Les travaux nous ont permis d'être un peu à l'aise. Actuellement, sincèrement, on remercie beaucoup l'initiative. Les travaux d'aménagement dans le cadre du PAPC
Programme d'assainissement pluvial de Cotonou facilite le passage de l'eau et les caniveaux sont régulièrement désengorgés. Aujourd'hui, les personnes qui passent dans le quartier sont surpris. Les travaux qu'il faut actuellement, c'est pour le débouchage des caniveaux pour faciliter le passage de l'eau. C'est un magnifique travail qui se fait. Nous saluons le président de la République, son gouvernement et tous ceux qui prennent des initiatives pour le développement du pays. Gouvernement surtout. Premièrement, on remercie le chef de l'État. Sinon, le travail c'est bon. Maintenant, les gens sont à l'aise, les gens circulent librement et tout marche, ça va. La bonne praticabilité des lieux depuis l'assainissement est un pari gagné pour l'État béninois qui œuvre pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Une amélioration qui contribue à l'épanouissement des bénéficiaires. Les forces de défense et de sécurité de l'Alibouri ont organisé la journée de reboisement interforce. Plus de 600 plants ont été mis en terre pour célébrer autrement la journée mondiale de l'environnement. Les détails avec Patrick Ayadji et Judikaël Aïna. L'opération reboisement interforce est en marche dans l'Alibouri. Les forces militaires et paramilitaires du département se retrouvent le temps d'une matinée pour mettre en terre 625 plants dans l'enceinte du 7e BIA de Kandi. Une action qui cadre avec le thème de la journée mondiale de l'environnement de cette année, la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. C'est un appel urgent à agir pour réparer les écosystèmes endommagés ou détruits afin de préserver la biodiversité et de lutter contre le changement climatique. En nous impliquant dans cette activité de reboisement, nous réduisons notre empreinte carbone et nous contribuons à la santé de notre planète. Nul n'ignore l'importance de l'arbre dans la vie des hommes et de l'environnement. Nous ne ratons aucune occasion de mettre en terre des arbres. Le suivi. Je compte sur vous, que ce soit les femmes et les hommes. Je sais que vous êtes responsables et vous pouvez le faire pour que l'année prochaine, à pareille heure, nous puissions voir quand même un grand changement dans notre camp militaire. Nous sommes le département pratiquement au premier plan pour ce qui concerne la production agricole. Malheureusement, nos pratiques agricoles sont encore dévorées d'espace et aussi très consommatrices de certains produits qui impactent un peu la qualité de nos sols. La restauration du couvert végétal, c'est pratiquement la même chose. Nous détruisons la forêt et on sait ce que représente la forêt pour nous. Les forces de défense et de sécurité de l'Alibouri, à travers cette action de reboisement, signent ainsi leur adhésion au mouvement Génération Restauration. Premier président de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, feu professeur Euseb Alironou est décédé le 18 juin dernier. Ses collègues de l'Académie étaient à son domicile pour témoigner leur compassion à la famille éplorée. Bruno Swali et Ramatou Lawani étaient de la partie. Visage consterné, les éminentes personnalités de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin arrivent au domicile de feu professeur Euseb Alironou. Tous reçus par une famille éplorée, témoignent à celle-ci toutes les compassions dans ces moments difficiles. Nous sommes là pour dire notre compassion à la famille, dire que notre aîné qui a beaucoup fait pour le départ, puisqu'il a été le premier président de notre confrérie, son départ nous afflige beaucoup. Pas au point qu'il doit affliger vous les enfants et la famille de façon générale, mais ça nous afflige beaucoup. Et dans cette circonstance, nous sommes venus vous dire, partager avec vous notre compassion et vous dire, nous sommes avec vous de cœur, nous sommes avec vous dans ces moments difficiles. Nous sommes très touchés de leur présence ici. Ça montre leur affection pour lui, leur respect pour lui. Et nous apprécions beaucoup la démarche. Et il y a aussi les sœurs qui sont à l'extérieur, qui doivent venir aussi.
Donc quand on sera tous présents avec la famille, on va décider de quelque chose. Cette visite n'est qu'une première étape pour prendre langue avec la famille de l'illustre disparu afin de lui organiser dans la dignité et le mérite l'hommage du monde universitaire et des obsèques à la taille de son impact dans le domaine de la médecine et de la santé en général au Bénin. Jeune joueur béninois évoluant en France, Marvin Atodjinou, 16 ans, figure sur la liste des 21 joueurs qui ont défendu les couleurs nationales au tournoi UFOAB U17 à Accra. Même s'il n'a pas pu jouer pour cause de blessures, le milieu de terrain offensif nourrit des ambitions. Dans le dossier du jour, il a confié sa joie de porter à son âge la tunique de son pays, le Bénin. Avec ses qualités et sa volonté de réussir, il incarne la relève du football béninois. Ernest Tetegou et Blaise Adanko sont allés à sa rencontre. Cheveux crépus, il se distingue par son look parmi ses coéquipiers sur le terrain, mais aussi par sa taille, 1m77. J'ai la chance d'avoir des cheveux un peu afro, donc j'ai envie de profiter, faire différentes coupes. Donc là, je suis resté sur un afro, mais on va pouvoir faire des nattes, tout ça. Marvin Atodjinou, 16 ans, est l'un des espoirs du football béninois. Ancien pratiquant du judo, il a goûté très tôt aux sensations du football et depuis, il s'y plaît. Grâce à son géniteur, il rejoint une académie en France pour sa formation. J'avais 6 ans. Avant de pratiquer le football, j'étais au judo et ça ne me plaisait plus trop. Donc j'ai voulu découvrir de nouveaux horizons et je me suis mis au football. Et quand je suis monté sur le terrain pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti. C'est la magie du football. Donc j'ai continué, j'ai travaillé et ça m'a amené là où je suis actuellement. J'ai intégré l'académie de l'AS Montferrand en France. J'ai intégré en U11, donc je suis actuellement en U16. Donc j'ai fait plusieurs sélections, notamment des 15 meilleurs joueurs du département. Donc j'ai fait ces sélections dans la catégorie de U13, U14 et U15. Son maître mot, détermination. Le jeune talent brille par sa polyvalence sur le terrain. Droitier, Marvin Atodjinou excelle tant en milieu qu'en attaque. Doté d'une vision de jeu remarquable, c'est un horloger suisse dans la précision des passes. Sur le terrain, il en impose par sa carrure, par sa touche technique aussi. Les ambitions planétaires qu'il forge comme tout gamin à travers une formation footballistique française ne l'ont fait point hésiter à l'appel de son pays d'origine. Il ne s'est pas fait prier pour venir défendre le drapeau des Guépards à l'occasion du tournoi qualificatif de la zone UFOAB au Ghana. C'était une grande surprise, c'était une agréable surprise, j'étais très content, le travail a payé et quand j'ai reçu cette convocation, j'ai directement pris conscience que c'était le haut niveau, qu'il fallait défendre des valeurs sur le terrain, que j'allais porter le maillot du pays et qu'il allait falloir tout donner, jouer chaque match comme si c'était le dernier. Toujours calme, il a réussi très vite à s'intégrer dans le groupe. Il reste concentré sur les consignes du coach et échange beaucoup avec ses coéquipiers. On a le capitaine Angelo qui me met très à l'aise. Il est là quand on a besoin, il est là pour nous aider. Et tous les autres aussi qui sont là pour rigoler avec nous, nous détendre. Quand on n'est pas bien, on peut leur parler. À côté de sa passion pour le football, le jeune prodige béninois n'oublie pas ses études. L'élève en classe de seconde au lycée Descartes Cournon s'organise pour être au top dans les deux univers. C'est difficile, ça prend du temps, mais on a signé pour ça, pour cette vie, donc on ne va pas se plaindre. On est content, toujours agréable. Après l'école, se détendre sur le terrain, se donner à fond, montrer ses capacités. C'est toujours un plus, le football. Après l'école, c'est toujours bon. Le milieu offensif des Guépards U17 a pour idole un certain Argentin, l'octuple vainqueur du Ballon d'Or, Lionel Messi. Messi, c'est le football. C'est le truc en plus que j'ai retrouvé chez aucun joueur. Donc c'est ce joueur-là particulièrement qui m'a marqué. Pour être comme son idole, Marvin Atodjinou doit continuer à travailler dur. Sa passion pour le jeu et son engagement pour l'excellence plaident en sa faveur. Il va rester l'une des valeurs sûres sur lesquelles le football béninois peut compter
les années à venir. Hors du Bénin, nous irons en France et en Turquie où des vétérinaires font ce qu'ils peuvent pour sauver quelques-uns des animaux qui ont survécu à l'incendie qui a ravagé le sud-est du pays. Virgile Arodéo. Des vétérinaires soignent des animaux blessés après que des centaines d'entre eux ont péri dans un incendie qui a ravagé le paysage aride, projetant des flammes dans le ciel et balayant plusieurs villages dans le sud-est, principalement kurdes de la Turquie. Un peu moins de la moitié des animaux restants seront abattus car il n'est pas possible de les soigner, explique un vétérinaire. Au matin, l'incendie qui a tué 11 personnes avait laissé d'immenses zones de terre carbonisées et noircies dans plusieurs parties des provinces de Diyarbakir et de Mardin. En France, la politique s'invite à la fête de la musique. À l'occasion de cet événement, des dizaines de militants du Nouveau Front Populaire se réunissent à Montreuil pour un Mani Festival. Néologisme inspiré d'une soirée à la fois festive et engagée. J'appelle les gens à ne pas manquer l'histoire, car c'est l'histoire qui est en train de se jouer. Alors bien sûr, il faut le dire, le vote qui va avoir lieu le 30 juin et le 7 juillet, c'est un vote de survie. Occasion pour la candidate Sabrina Ali Benali de se prononcer sur la non-investiture d'Alexis Corbière dans cette circonscription. Dans le monde où on vit, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a aucune fatalité. Il y a à convaincre, déclare Emmanuel Macron lors d'un discours dans la cour de l'Élysée où un concert est organisé à l'occasion de la fête de la musique. Le président français fait référence aux élections législatives anticipées qui auront lieu les 30 juin et 7 juillet suite à sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. J'ai pris une décision qui est une décision de confiance dans le peuple, c'est-à-dire vous, nous. Et donc, il ne faut pas avoir peur pour le 30 juin prochain. Il faut aller voter, il faut convaincre, et il faut voter en responsabilité. Les 4 membres de la richissime famille Hinduja, une des plus puissantes d'Inde et du Royaume-Uni, ont été acquittés vendredi de traite d'êtres humains par un tribunal suisse, mais condamnés à de lourdes peines de prison pour avoir exploité leurs employés de maison indiens à leur service dans les environs de Genève. Malgré un accord à l'amiable et secret passé au cours du procès avec les 3 employés qui les poursuivaient, la justice genevoise avait décidé de poursuivre les 4 membres de cette famille qui ont la nationalité suisse. Les procureurs ont déclaré que les Hinduja, dont la fortune est estimée à 37 milliards de livres, dépensaient plus d'argent pour leurs chiens que pour les domestiques et que les accusations découlaient de l'importation par la famille de personnel en provenance de leur Inde natale. On va évidemment faire appel. C'est un jugement, je dirais, moral et très peu juridique et on va se battre jusqu'au bout. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bon dimanche.